La façon que nous avons de nous inquiéter au sujet d'une mauvaise nouvelle qui se profile à l'horizon est étrange quand on y pense. Par définition, l'attente signifie que l'événement ne s'est pas encore produit, donc cette souffrance anticipée est totalement volontaire. Mais c'est ce que nous faisons. Nous nous rongeons les ongles, nous avons mal au ventre, nous repoussons grossièrement notre entourage. Pourquoi ? Parce qu'un malheur pourrait bientôt se produire. Le pragmatique, l'homme d'action, est trop occupé pour perdre son temps à de telles bêtises. Le pragmatique n'a pas le temps de s'inquiéter à l'avance de tout ce qui pourrait mal tourner. Réfléchissez-y. Scénario optimiste ? Si les nouvelles se révèlent meilleures que vous vous y attendiez, tout ce temps aura été gaspillé en peurs inutiles. Scénario pessimiste ? Vous avez été malheureux plus longtemps, par choix. Ne pourriez-vous pas faire un meilleur usage de votre temps ? Ce jour qui pourrait être votre dernier, vous voulez le passer à vous inquiéter ? Dans quel autre domaine pourriez-vous faire des progrès pendant que d'autres resteraient assis sur le bord de leur chaise, attendant passivement que leur sort soit décidé ? Les nouvelles arriveront quand elles arriveront. Soyez trop occupés à travailler pour vous en soucier. Ne vous inquiétez pas pour un rien. Une autre chose non moins nécessaire, c'est de te souvenir que chacun des actes auxquels on se livre a son mérite propre et son harmonie avec le tout. En prenant ainsi les choses, tu n'auras jamais de mécompte, puisque tu n'auras pas donné à des choses inférieures plus de prix qu'elles n'en ont réellement. En 1997, le psychothérapeute Richard Carlson publia un livre intitulé « Ne vous noyez pas dans un verre d'eau », qui devint rapidement l'un des livres les plus vendus de tous les temps. Il resta des années en tête des meilleures ventes. Il fut traduit en plusieurs langues et se vendit à des millions d'exemplaires. Que vous lisiez ou non le livre, la formulation lapidaire de cette idée intemporelle par Carlson vaut la peine d'être mentionnée. Même Fronton, le professeur de rhétorique de Marc Aurèle, aurait pensé que c'était une excellente façon d'exprimer la sagesse que son élève essayait de définir dans la citation précédente. Ils disent tous les deux la même chose. Ne perdez pas votre temps, la plus précieuse et la moins renouvelable de toutes vos ressources, avec des sujets sans importance. Qu'en est-il de ce qui est sans importance, mais que vous êtes absolument obligé d'accomplir ? Consacrez-y le moins de temps possible. Si vous consacrez plus de temps et d'énergie aux choses qu'elles ne le méritent, elles ne sont plus sans importance. Vous les avez rendues importantes en y consacrant une partie de votre vie. Et malheureusement, vous avez rendu les choses importantes. Votre famille, votre santé, vos véritables engagements, moins importantes à cause de ce que vous leur avez volé. C'est dans votre propre intérêt. Expose-nous donc pourquoi le sage devra fuir l'ivresse. Montre-en la difformité et tous les périls par des faits, non par des paroles. La chose est facile. Prouve que ces plaisirs, comme on les appelle, quand ils outrepassent la mesure, sont des supplices. Y a-t-il une technique moins efficace pour persuader les gens de faire quelque chose que de les sermonner ? Y a-t-il quelque chose qui les rebute plus que les notions abstraites ? C'est pourquoi les stoïciens ne disent pas « arrête de faire ça, c'est un péché ». Au lieu de cela, ils disent « ne le fais pas parce que cela te rendra malheureux ». Ils ne disent pas « le plaisir ne procure pas de plaisir », ils disent « le plaisir sans limite devient une forme de punition ». Leur méthode de persuasion évoque l'une des 48 lois du pouvoir. Misez sur l'intérêt personnel, jamais sur la pitié ni la reconnaissance. Si vous devez persuader quelqu'un de changer ou de faire autrement, souvenez-vous que l'intérêt personnel est un levier efficace. Ce n'est pas que telle ou telle chose soit mauvaise, mais c'est dans son propre intérêt de changer sa façon de faire. Et montrez-lui l'exemple, sans lui faire la morale. Et que se passe-t-il quand vous appliquez ce mode de pensée à votre comportement ? Pillage de toutes les sources. Jamais, quand j'y trouve une chose bonne, je ne me ferai faute d'alléguer un assez mauvais auteur. L'une des choses les plus frappantes dans les lettres et essais de Sénèque est le nombre de fois où il cite le philosophe Épicure. Pourquoi est-ce étrange ? Parce que le stoïcisme et l'épicurisme sont censés être des philosophies diamétralement opposées. En réalité, même si elles sont significatives, les différences ont tendance à être exagérées. Mais c'est fidèle aux habitudes de Sénèque. Il cherchait la sagesse, point. Son origine n'avait guère d'importance. Beaucoup de fondamentalistes dans la religion, la philosophie, quoi que ce soit, semblent l'oublier.
Quelle importance que la sagesse vienne d'un stoïcien? Quelle importance qu'elle colle parfaitement au stoïcisme? L'important est de savoir si elle rend votre vie meilleure, si elle vous rend meilleur. Quelle sagesse ou aide pourriez-vous trouver aujourd'hui si vous cessiez de vous soucier d'affiliation et de réputation? Que verriez-vous si vous vous concentriez sur le mérite? Respectez le passé, mais soyez ouverts à l'avenir. Pourquoi donc n'irais-je pas sur les traces de mes prédécesseurs? Oui, prenons la route frayée, mais si j'en trouve une plus proche et plus unie, je me l'ouvrirai. Ceux qui avant nous ont remué le sol de la science ne sont pas nos maîtres, mais nos guides. Ouverte à tous, la vérité n'a point jusqu'ici d'occupant. Les traditions sont souvent de bonnes pratiques éprouvées. Mais souvenez-vous qu'autrefois, les idées conservatrices actuelles étaient controversées, à la pointe du progrès et innovantes. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de tester de nouvelles idées. Dans le cas de Sénèque, peut-être adoptait-il une nouvelle vision philosophique qui poussait plus loin les écrits de Zénon ou de Cléante. Dans notre cas, peut-être qu'une avancée en psychologie pousserait plus loin les écrits de Sénèque ou de Marc Aurèle. Ou peut-être ferons-nous notre propre percée. Si ces idées sont vraies et meilleures, adoptez-les, exploitez-les. Vous n'êtes pas prisonnier de vieux messieurs qui cessèrent d'apprendre il y a 2000 ans. Renflouer les épaves. J'ai fait naufrage avant de m'embarquer. Mon expédition m'a appris combien nous avons d'objets superflus et qu'un facile raisonnement porterait l'homme à se défaire des choses que parfois la nécessité lui enlève et dont il ne sent pas la perte. Zénon, qui est considéré comme le fondateur du stoïcisme, était marchand avant d'être philosophe. Lors d'un voyage entre la Phénicie et le Pirée, son navire coula avec sa cargaison. Zénon se retrouva à Athènes où il découvrit la philosophie de Socrate, puis celle d'un philosophe athénien nommé Cratès. Ces influences bouleversèrent le cours de sa vie et l'amenèrent à développer la pensée et les principes qui formeront le stoïcisme. Selon l'ancien biographe Diogène Laërce, Zénon aurait plaisanté en disant « Le naufrage m'a conduit au port ». Ou, selon un autre témoin, il aurait dit « Tu as bien fait, Fortune, de me conduire ainsi à la philosophie ». Les stoïciens n'émettaient pas une hypothèse lorsqu'ils disaient que nous devrions agir avec une clause de réserve et que même l'événement le plus infortuné peut se transformer en une excellente opportunité. Toute cette philosophie se base sur cette idée. Vous riez ou vous pleurez? Sachons imiter Démocrite plutôt qu'Héraclite. Le premier ne se montrait jamais en public sans pleurer, le second sans rire. L'un, dans tout ce que font les hommes, ne voyait que misère, le second qu'ineptie. Il faut donc attacher peu d'importance à toute chose et ne nous passionner pour aucune. Il est plus conforme à l'humanité de se moquer des choses de la vie que d'en gémir. De là vient sans doute cette fameuse expression au sujet de nouvelles déconcertantes. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Les stoïciens ne voyaient pas trop d'intérêt à se mettre en colère ou à pleurer à propos de choses qui ne nous émeuvent pas. Surtout quand ces sentiments ne font qu'empirer notre état. Cela démontre aussi que les stoïciens n'étaient pas des vieillards amers et dépressifs. Même quand les choses allaient vraiment mal, quand le monde leur donnait envie de pleurer de désespoir ou de rage, ils choisissaient d'en rire. Comme Démocrite, nous pouvons faire le même choix. Dans toutes les situations, il y a plus d'humour que de haine à trouver. Et au moins, l'humour est fécond. Il rend la réalité moins pesante. Le stoïcien opulent. Le créateur de ce monde, en traçant à l'homme ses conditions d'existence, a voulu le conserver, non l'efféminer. Tout dans ce but est à sa portée, sous sa main. L'attirail de la délicatesse ne s'obtient qu'à grand-peine et à force d'art. Jouissons donc de ce bienfait de la nature, comptons-le pour un des plus grands. Même à son époque, Sénèque était critiqué pour avoir prêché les vertus du stoïcisme tout en amassant l'une des plus grosses fortunes de Rome. Il était si riche que des historiens émirent l'hypothèse que d'importants emprunts qu'il consentit aux habitants de l'actuelle Angleterre y provoquèrent un soulèvement extrêmement brutal. Les critiques l'affublèrent du surnom de stoïcien opulent. La réaction de Sénèque à ces critiques fut assez simple. Peut-être était-il riche, mais il n'avait pas besoin de sa fortune. Il n'en était pas dépendant. Malgré son compte en banque bien garni, il n'était pas considéré comme l'un des plus grands dépensiers et jouisseurs de Rome. Que ces explications soient vraies ou pas, peut-être était-il un tantinet hypocrite.
Sa prescription convient parfaitement pour évoluer dans la société matérialiste actuelle où l'argent fait la pluie et le beau temps. C'est l'approche pragmatique et non moraliste de la richesse. Nous pouvons toujours bien vivre sans devenir esclaves du luxe. Et nous n'avons pas besoin de prendre de décisions qui nous obligent à travailler sans relâche et à nous éloigner davantage de l'étude et de la contemplation afin d'obtenir plus d'argent pour payer pour ce dont nous n'avons pas besoin. Il n'y a pas de règle selon laquelle la réussite financière impose de vivre au-delà de ses moyens. Souvenez-vous qu'il suffit de très peu pour être heureux. Ne rien vouloir égale tout avoir. Nul ne peut avoir tout ce qu'il désire, mais on peut ne pas désirer ce qu'on n'a point, et user gaiement de ce que le sort nous offre. Quelqu'un est-il si riche qu'il n'y a rien qu'il ne puisse pas acheter ? Une telle personne n'existe sûrement pas. Même les plus riches échouent dans leurs tentatives pour acheter les élections, le respect, la classe, l'amour et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas à vendre. Si une richesse obscène ne vous permet jamais de vous procurer tout ce que vous voulez, est-ce la fin de tout ? Ou y a-t-il un autre moyen de résoudre cette équation ? Pour les stoïciens, il y en a un. En changeant ce que vous voulez. En changeant de mode de pensée, vous réussirez à l'obtenir. Pour John D. Rockefeller, qui était immensément riche, la richesse d'un homme doit être déterminée par le rapport de ses désirs et de ses dépenses avec son revenu. S'il se sent riche avec $10 et a tout ce qu'il désire, il est vraiment riche. Aujourd'hui, vous pourriez essayer d'accroître votre richesse, ou bien vous pourriez prendre un raccourci et simplement désirer moins de choses. Quand vous avez la flemme, tout ce que son devoir lui dit de faire, il le fait hardiment, avec promptitude. Il n'appartient qu'à la folie, nul ne le niera, de faire lâchement et à contre-cœur ce qu'elle doit faire, de pousser son corps d'un côté, son âme de l'autre, et d'être tiraillé par les mouvements les plus contraires. Si vous commencez quelque chose puis que vous avez la flemme, que vous vous sentez irrité, demandez-vous d'abord « Pourquoi est-ce que je le fais ?» Si c'est vraiment une obligation, demandez-vous « Pourquoi suis-je réticent ? La peur ? Le dépit ? La fatigue ?» N'allez pas de l'avant en espérant que quelqu'un va passer et vous soulager de cette tâche que vous n'avez pas envie d'accomplir. Ou que quelqu'un expliquera soudain pourquoi ce que vous faites est important. Ne dites pas oui avec la bouche et non avec vos actions. Steve Jobs déclara à Business Week en 2005, alors qu'Apple était à mi-chemin de sa prodigieuse ascension pour devenir l'une des compagnies les plus valorisées du monde, « La qualité est plus importante que la quantité. » Au baseball, un home run vaut mieux que 2 doubles. Considérez aussi vos défauts. Quand tu te heurtes à la faute d'un autre, détourne-toi d'elle pour observer les fautes semblables que tu commets. Par exemple, si tu considères comme un bien l'argent, le plaisir, la gloire ou autre chose de ce genre, cet examen te fera vite oublier ta colère. Tu reconnaîtras que cet homme subit une violence. Que pourrait-il donc faire ? Ou, si tu le peux, délivre-le de ce qui lui fait violence. Nous avons auparavant eu un aperçu de la tolérance de Socrate pour qui personne ne se trompe volontairement. La preuve la plus évidente de cette thèse, toutes les fois où nous nous sommes trompés sans malice ou intention. Vous en souvenez-vous ? La fois où vous avez été désagréable parce que cela faisait 2 jours que vous n'aviez pas dormi. La fois où vous n'avez pas eu de bonnes informations avant d'agir. La fois où vous vous êtes emballé, où vous avez oublié, où vous n'avez pas compris. La liste est longue. C'est pourquoi il est si important de ne pas juger les autres à la hâte ou de les qualifier d'ennemis. Soyez aussi indulgents envers eux que vous l'êtes envers vous-même. Montrez-vous aussi clément envers eux qu'envers vous-même, afin de pouvoir continuer à travailler avec eux et à utiliser leurs talents. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants, des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio.